On voit bien, Thierry Trouvé, que le secteur du gaz est vraiment à même d'apporter des solutions innovantes. Alors, on a fait mention tout à l'heure du Power to Gas, c'est un secteur sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça a un rapport avec le stockage d'énergie? Peut-être faire passer un autre micro. Ouais. Je garde le mien. Merci. Oui, mais je ne vais pas vous parler que du gaz, je vais vous parler du power to gas, je vous rassure. Puisque finalement, on parle d'innovation aujourd'hui. Et moi, je voudrais dire, il y a trois types d'innovation, me semble-t-il, pour la transition énergétique. Il y a l'innovation technologique, on va en dire un mot. Il y a l'innovation d'usage, dont Fabienne Keller parlait tout à l'heure. Et puis aussi l'innovation dans le management de la transition énergétique. Alors, sur le power to gas, de quoi s'agit-il? Il s'agit de prendre de l'électricité verte intermittente, de la transformer en gaz vert, du coup, puisque c'est un gaz de synthèse d'origine renouvelable. Et ce gaz, son intérêt, c'est qu'il est stockable, puisqu'on sait stocker un tiers de la consommation annuelle de gaz en France. Il est donc flexible. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça renforce la complémentarité entre les systèmes électriques et gaziers. C'est pour ça que je dis que je ne parle pas que de gaz. Et j'entendais l'autre jour un professeur de l'université d'Oxford dire le power to gas, c'est une forme de CCS. Alors, CCS était à la mode il y a quelques temps, on en parlait un petit peu moins. Alors c'est bizarre de dire ça. Alors, pourquoi c'est une forme de CCS? Parce qu'effectivement on capture du CO2. On stocke du carbone en tout cas. Alors, on capture du CO2, mais après, ce CO2, on le combine avec de l'hydrogène pour faire du méthane de synthèse. Donc, le stockage, il est simplement dans le fait que quand on utilise ce gaz-là, ce gaz synthétique vert, on laisse du méthane fossile dans le sol. Voilà. Bon, donc, je trouvais l'idée intéressante. Alors, où est-ce qu'on en est? On a lancé avec 7 partenaires, dont 3 PME et un laboratoire du CEA, un démonstrateur industriel qu'on va mettre en service en 2018 à Fos-sur-Mer. On a pour ça l'aide des pouvoirs publics, des fonds régionaux, de l'État et également du régulateur, pour donc mettre en place cette expérimentation. Deuxième exemple d'innovation, dans le domaine des gaz renouvelables. Tout à l'heure, Édouard Sauvage a parlé du biométhane. Il faisait, je pense, allusion essentiellement au biométhane de première génération, mais je voudrais dire un mot sur le biométhane de deuxième génération, c'est-à-dire la méthanation de la biomasse. Pas les déchets, mais simplement la biomasse de toute origine. De quoi s'agit-il? Là, il s'agit de prendre de la biomasse et finalement, en allant vers les usages, qui sont aujourd'hui traditionnellement de la chaleur, de dire cette biomasse, on va la transformer en gaz, de manière à apporter de la flexibilité au système de nouveau, c'est-à-dire à pouvoir produire le biogaz, pas forcément à proximité d'un réseau de chaleur, parce qu'il n'y a pas partout des réseaux de chaleur, et pouvoir produire aussi ce biogaz à n'importe quel moment de l'année, et pas seulement, là aussi, quand il y a des besoins de chaleur. Donc de nouveau, cette technologie du biométhane de deuxième génération, elle apporte au système énergétique une flexibilité dans le temps et dans l'espace en passant par le vecteur gaz. Deuxième point, innovation d'usage. Alors, Jean-François Husson tout à l'heure a cité les enjeux économiques qui sont autour de la qualité de l'air, pas seulement de la lutte contre le changement climatique. Et de ce point de vue-là, il y a quand même ce sujet de la mobilité qu'on a finalement peu développé aujourd'hui, la question de la transition énergétique dans la mobilité. On sait qu'il y a la mobilité électrique qui est en train de faire des progrès significatifs. En même temps, elle n'est pas disponible partout, loin s'en faut. L'autonomie n'est pas encore au rendez-vous, et en particulier sur les poids lourds. Le gaz et le biométhane sont une solution extrêmement intéressante pour cela, parce que, de nouveau, alors pas de poussière, beaucoup moins de NOx que sur le diesel, 10% de CO2 de moins sur les poids lourds actuellement, ça c'est une étude récente de l'ADEME, et si on utilise du bio-GNV, pratiquement aucun CO2 est émis. Donc on voit bien que là aussi, on a une complémentarité entre le gaz et l'électricité. Il n'y a pas d'innovation technologique forte, c'est une technologie qui est bien maîtrisée. Je dirais simplement qu'il nous faut un certain nombre de leviers. Alors, je l'aurais dû le dire pour tout à l'heure pour le biométhane, mais ça a été dit par M. Alauzet, la fiscalité, c'est-à-dire comment se fait-il que le biométhane soit la seule énergie renouvelable qui soit taxée comme une énergie fossile, et même chose pour le bio-GNV, comment se fait-il que le bio-GNV soit la seule énergie renouvelable qui paye la TICPE comme si c'était une énergie fossile. Donc là, il y a un sujet. Alors je suis ce combat que vous menez depuis 2 ans, et vous êtes mieux placé effectivement que moi, industriel, pour cela. J'espère que ce combat sera finalement couronné de succès, mais on a vraiment besoin de ça. Et puis pour la mobilité, on a aussi besoin de développer un réseau de stations
Pas 7 millions de pompes, je vous rassure, quelques centaines. La plupart d'ailleurs seront financées, autofinancées, mais il faudra probablement un soutien public ponctuel sur un certain nombre de stations. Dernier élément, je voudrais dire aussi qu'on a besoin d'innovation dans le management de la transition. Et là, ce qui me semble important, ça a été dit, mais je voudrais le souligner déjà, plusieurs fois ce matin, on a besoin d'une vision d'ensemble, une vision systémique globale, multi-énergie. Et je vais prendre deux exemples sur lesquels on risque de faire des bêtises si on ne fait pas ça. Le premier, c'est le chauffage. Alors, on a eu des exemples parfaits d'innovation dans le domaine du chauffage, mais aujourd'hui, il y a toute une discussion sur la réglementation thermique à l'horizon 2018. La réglementation thermique sur laquelle on vit, la RT 2012, a permis de rééquilibrer la présence du gaz et de l'électricité dans les logements neufs. 45% pour le gaz, 40% pour l'électricité. Elle est venue corriger une situation des années précédentes, où on était dans une domination totale de l'électricité. Qu'est-ce que ça produisait comme effet? Ça produisait un accroissement de la pointe électrique, qui est un des problèmes que la France a, puisqu'on a fait ce choix du chauffage électrique dans les années 70. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, la pointe électrique, elle est très fortement carbonée. Donc, si aujourd'hui, on va vers une ERT 2018, puisque cette discussion est en cours, qui de nouveau évince le gaz des usages chauffage, on va de nouveau recréer une pointe électrique, c'est-à-dire décorréler la croissance de la consommation de l'augmentation de la pointe, et de nouveau avoir une pointe extrêmement carbonée, et donc dégrader la situation en termes d'émissions de CO2, et au passage poser quelques questions à nos gestionnaires de réseaux électriques, parce qu'il va falloir renforcer les réseaux de manière considérable pour faire face à cette pointe électrique. Donc premier exemple que je voudrais prendre, sur lequel il faut se garder de faire des erreurs. Deuxième exemple, ça sera encore plus rapide. Margot tout à l'heure a cité une excellente mesure qui est de mettre un plancher au prix du carbone dans la production d'électricité. Il a dit, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est une excellente mesure. Je ne parle pas pour les comptes de certaines entreprises, je parle pour le climat, dès lors que ça se fait au niveau européen. En revanche, si ça doit se faire au niveau français, là, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir à deux fois. Pourquoi ça? Parce que si on fait ça au niveau français seulement, ça veut dire qu'on va remplacer la production d'électricité à partir de gaz en France par de la production d'électricité à partir de lignite ou de charbon en Pologne, en Allemagne. Si on faisait ça, si on regarde l'année dernière 2015, c'est une décision à 7,5 millions de tonnes de CO2 supplémentaires. Donc, vous voyez que si on n'a pas cette vision d'ensemble globale, on risque de faire des bêtises. Finalement, ce que je voudrais dire, c'est que mon sentiment, c'est que du point de vue de l'innovation dans le management de la transition énergétique, c'est vers cette décentralisation qu'on va trouver les meilleures innovations. Ça a été dit par M. Alauzet, par Mme Keller. Aujourd'hui, on a des élus de terrain qui se saisissent de ces sujets, ils ont les pieds dans les réalités, ils voient les choses concrètes, ils ont l'intention et ils utilisent tous les leviers qui sont à leur disposition, toutes les solutions, toutes les énergies, l'électricité renouvelable évidemment, mais aussi les gaz renouvelables, la chaleur renouvelable. Ils ont compris qu'il faut utiliser le système gaz, le système électrique, la chaleur de manière complémentaire, la mobilité, le gaz et l'électricité également de manière complémentaire. Le mot-clé c'est hybride, je dirais de ce point de vue-là. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est l'utilisation des réseaux. On a parlé des réseaux électriques tout à l'heure, avec Édouard, on a parlé aussi des réseaux de gaz. Et je pense que les réseaux de gaz, ils ont une carte toute particulière à jouer dans ce système. C'est que eux, ils sont capables d'apporter cette indispensable flexibilité spatiale et temporelle qui nous manque tant pour gérer cette transition.